France Info et France 24 présentent. Bonjour, avec la guerre en Ukraine, le monde apparaît comme pris au piège. Une crise alimentaire, une crise énergétique se profile alors que la planète montre déjà des signes inquiétants d'essoufflement, des tempêtes de sable en Irak, à la vague de sécheresse dans la Corne de l'Afrique, des chaleurs records en Inde et au Pakistan, au typhon meurtrier dans les Philippines. Les éléments se déchaînent et l'homme apparaît comme souvent en retard, comme l'avait déjà diagnostiqué un certain Jacques Chirac. C'était au sommet de Johannesburg il y a 20 ans. Écoutez. Notre maison brûle. Et nous regardons ailleurs. Nous ne pourrons pas dire que nous ne savions pas. Prenons garde que le XXIe siècle ne devienne pas, pour les générations futures, celui d'un crime de l'humanité contre la vie. Parviendrons-nous à prendre la mesure de ce qui nous arrive ? On en parle dans ce nouveau numéro du Monde dans tous ses états, votre rendez-vous géopolitique sur France Info et France 24. Avec vous, Françoise Vimeux, bonjour. Vous êtes climatologue à l'Institut de recherche pour le développement, l'IRD. Merci d'être avec nous. Nénéhem, quels sont aujourd'hui les pays les plus touchés par le dérèglement climatique ? La liste des pays touchés par le dérèglement climatique ne cesse de s'allonger, on le sait. Désormais, la montée des eaux est une menace globale, une menace qui pèse tout particulièrement sur le continent asiatique, mais pas seulement. D'ailleurs, très récemment, c'est dans cet archipel du Vanuatu, dans le Pacifique, que l'alerte a été lancée. Ils ont déclaré l'état d'urgence climatique. Bientôt, les habitants là-bas pourraient avoir les pieds dans l'eau. Il faut le savoir, le Vanuatu effleure la surface de la mer à moins de 3 mètres d'altitude. Autre exemple de dérèglement climatique, cette fois c'est la hausse record des températures dans des pays tels que l'Inde, tels que le Pakistan. Très récemment, ils ont frôlé les 50 degrés Celsius, une température fatale, mortelle pour l'homme. Et puis, le dérèglement climatique provoque aussi de grandes sécheresses, des catastrophes naturelles de plus en plus fréquentes. Parmi les pays les plus touchés, on retrouve la Chine, l'Inde, le Bangladesh, mais aussi les États-Unis. Allez, Françoise Vimeux, les grandes puissances économiques, États-Unis, Chine, connaissent des phénomènes climatiques extrêmes, tout comme les pays les moins développés, Philippines, Haïti, Bangladesh. Qu'est-ce qui les distingue au final ? Alors en fait, il y a des inégalités. Alors bon, tous les territoires sont touchés ou vont être touchés dans les années, les décennies à venir. Et après, il y a des inégalités. Alors il y a d'abord des inégalités en termes de territoire. On comprend bien, par exemple, que si on parle de cyclone, ça va toucher uniquement les États qui sont dans la bande tropicale, la bande subtropicale. Et puis, on comprend que les petites îles sont très vulnérables à ce genre de phénomène extrême, de par leur petite dimension, parce que lorsqu'elles sont touchées, c'est tout le territoire qui est touchées. Et elles ont donc beaucoup de mal à subvenir à leurs besoins. Et puis ensuite, il y a une inégalité que l'on connaît bien entre les pays pauvres et les pays riches. Alors pourquoi ? Eh bien parce que les pays pauvres, d'abord, sont plus vulnérables. Ils n'ont pas forcément un système de santé qui permet d'accueillir l'ensemble de la population qu'il faudrait dans les hôpitaux lorsqu'il y a des canicules, par exemple. Ils n'ont pas forcément un système d'assurance qui est mis en place et qui est solide. Des infrastructures moins des résistantes infrastructures, aussi. Des habitations, des bâtiments, que ce soit des bâtiments privés ou publics. Et puis, ils n'ont pas forcément plusieurs sources de subsidence, c'est-à-dire que lorsqu'une source est impactée dans ces pays-là, eh bien c'est tout le pays qui souffre. Et puis il y a des problèmes aussi d'exposition. Dans les pays riches, on a réfléchi à diminuer l'exposition à la montée du niveau des mers, par exemple. On réfléchit aussi à des systèmes d'alerte en Floride pour les cyclones. La France elle-même n'est pas épargnée. Alors vous évoquiez les cyclones, mais la France, elle, connaît des épisodes de tempête, par exemple. Alors la France n'est absolument pas épargnée. D'ailleurs, la France, aujourd'hui, son degré de réchauffement par rapport au début du XXe siècle, c'est 2 degrés, donc c'est supérieur à la moyenne globale qui est de 1,1 degré. La France est touchée par des vagues de chaleur, des canicules. On en recense une quarantaine depuis 1947. La moitié ont eu lieu après les années 2000. On a vu des épisodes de pluie torrentielle dans la vallée de la Roya en 2020. On a vu
ce mois de mai qui est le plus chaud qu'on n'ait jamais enregistré depuis qu'on a des enregistrements météorologiques. On sait que le printemps 2022 est le plus chaud et le plus sec, à égalité avec des années récentes. Donc la France n'est absolument pas épargnée par ce changement climatique. J'évoquais les tempêtes. C'est un autre type de tempête qui se multiplie en France ces derniers mois, tempête de sable. Les vents charrient le sable du Sahara. Ce phénomène apparemment nouveau pour nous, un pays comme l'Irak en est coutumier désormais. Voyez le reportage de Lucille Wasserman à Bagdad pour France 24. Une nouvelle tempête de poussière et de sable balaye Bagdad. C'est fatigant, on subit le changement climatique, j'en ai vraiment marre. Les aéroports internationaux doivent fermer, le peu de visibilité sur les routes provoque évidemment plus d'accidents et ces tempêtes occasionnent également des dizaines d'hospitalisations. À l'hôpital Kindi au centre de Bagdad, quelques patients sont déjà pris en charge. Cette femme souffre d'asthme chronique, son mari est inquiet. La semaine dernière, elle a failli mourir, elle étouffait. Heureusement, les médecins l'ont prise en charge. Dehors, la tempête continue de faire rage. Les médecins savent qu'ils vont devoir accueillir des personnes en détresse respiratoire toute la journée. Cette année, on a beaucoup plus de tempêtes de poussière. C'est très fréquent. Le nombre de patients ne cesse d'augmenter dans nos services. La multiplication de ces tempêtes est due à une désertification d'ampleur dans le pays. L'eau se fait de plus en plus rare à cause du changement climatique, mais aussi des barrages construits en Turquie et en Iran qui assèchent les fleuves du pays. Les premiers à en souffrir sont les agriculteurs qui n'arrivent plus à arroser leurs terres. Voilà ce qui reste de mes 18 000 mètres carrés de terre. 2 citronniers qui sont morts l'an dernier. Ce cultivateur a dû acheter une pompe pour puiser dans les eaux souterraines, mais ces solutions ne sont pas viables sur le long terme. Il y a beaucoup de sulfate dans ces eaux, ça tue nos plantations. Honnêtement, c'est impossible d'être agriculteur dans ce pays aujourd'hui. Le secteur est tout simplement en train de mourir. L'Irak fait partie des pays les plus vulnérables au changement climatique et ses 40 millions d'habitants en subissent déjà chaque jour les conséquences. C'est devenu impossible d'être agriculteur en Irak aujourd'hui, Françoise Vimeux. Alors en fait, ce que vit l'Irak en ce moment, c'est la combinaison de deux choses. D'abord, il y a une pluviométrie qui est très déficitaire, qui rend les sols très secs. Et puis, ce que disent les experts sur ce pays, c'est qu'il y a eu une très mauvaise gestion de l'occupation des sols et une très mauvaise gestion de la ressource en eau, que ce soit de l'eau de surface ou de l'eau souterraine. Et donc, par exemple, on voit que la désertification est un problème majeur pour ce pays. Aujourd'hui, 39% du territoire irakien est soumis à la désertification. Il y a de l'irrigation qui existe, mais qui est dans un état assez lamentable. Il y a eu aussi une urbanisation totalement incontrôlée à cause de la croissance démographique. Et donc, cette mauvaise gestion couplée à l'aléa climatique fait que l'agriculture est le premier secteur à pâtir en fait de la situation. Conséquence, le désert avance et l'exode rural ne fait qu'accentuer le phénomène. C'est un cercle vicieux, on ne peut pas le stopper. Alors ça va être difficile, à moins vraiment de mettre en place des adaptations et de bonnes adaptations. Et donc ça veut dire réfléchir à quoi ce territoire a besoin pour faire face à la pénurie de pluie, à la pénurie de ressources en eau finalement, et puis pour retrouver une gestion correcte des infrastructures liées à l'agriculture. Ces tempêtes de sable en Irak, c'est un phénomène analogue à ce qu'on observe ici en France ? Alors c'est un peu différent parce que les tempêtes de sable en Irak, c'est du sable qui est soulevé localement et qui est transporté sur de courtes distances. Lorsque l'on a en fait du sable dans l'atmosphère, en particulier dans le sud de la France, c'est des transports atmosphériques de longue distance. En fait, ce sont des petites particules qui viennent généralement de l'Afrique du Nord et à cause de situations météorologiques favorables, eh bien, il y a des courants de grande échelle qui nous amènent ces particules. Autre lieu à présent, le sous-continent indien, frappé par une vague de chaleur exceptionnelle, des températures mesurées à plus de 50 degrés qui, cumulées à des taux d'humidité élevés, eh bien, dépassent les seuils limites de survie de l'être humain. Comment vit-on lorsque la canicule devient la norme ? Sonia Ghezali, vous qui vous trouvez pour France 24 à Islamabad.
Eh bien, la population fait face avec beaucoup de difficultés. Ces chaleurs sont extrêmes. Par exemple, au pic de cette vague de chaleur, il y a 2 semaines au Pakistan, il faisait 51 degrés dans la ville Jacobabad, qui est la ville la plus chaude au monde et qui est située dans le sud du Pakistan. Et il faut rappeler que la majorité de la population est pauvre, est très très pauvre, et elle vit dans une extrême précarité. Elle n'a pas les moyens de s'offrir de climatiseurs. Certains foyers peuvent s'offrir des ventilateurs, mais ces ventilateurs sont inefficaces puisque cette chaleur est extrême et elle est combinée à une grande humidité. Cette population très vulnérable doit aussi faire face à la réalité du pays. Il y a une pénurie d'électricité et donc de nombreuses coupures de courant, y compris ici à Islamabad, plusieurs fois par jour. Et certaines régions du pays sont confrontées à une pénurie d'eau qui rend ces chaleurs encore plus difficiles à gérer. Les hôpitaux reçoivent de nombreux patients qui sont victimes de cette vague de chaleur, qui arrivent dans les hôpitaux à la suite d'insolations, et certaines insolations sont parfois fatales. Ces épisodes de canicule vont se généraliser, Françoise Vimeux? Oui, alors on sait qu'avec le changement climatique, les événements extrêmes, que ce soit des canicules, des pluies torrentielles ou des sécheresses, vont être plus fréquents et vont s'intensifier. Si on prend l'exemple de la vague de chaleur en Inde, dans un climat non modifié par l'homme, la probabilité pour qu'elle arrive, elle était de 1 sur 3000. Aujourd'hui, avec un réchauffement de 1,1 degré à l'échelle planétaire, la probabilité est de 1 sur 100, mais c'est tout de même arrivé. Donc vous voyez que ça a été multiplié par 30. Et dans un climat à 2 degrés, on serait presque à une probabilité de 1 sur 5, on remultiplie par 20 par rapport à aujourd'hui. Et donc, ce qui est très important, c'est de voir que finalement, le risque d'avoir ce type d'événement, ces vagues de chaleur, n'est pas proportionnel au réchauffement climatique. Le risque augmente beaucoup plus vite que le réchauffement climatique. En quoi le taux d'humidité est lui aussi un facteur déterminant? Alors en fait, on sait que lorsque l'on a à la fois de fortes températures et de fortes humidités, on peut avoir des conditions mortelles pour l'humain, parce que notre corps a du mal en fait à réagir, on a du mal à transpirer correctement en quelque sorte lorsqu'il y a des fortes chaleurs et un taux d'humidité qui avoisine 100%. Et ce que montrent en fait les projections climatiques sur ces variables météorologiques, c'est que si on va vers des réchauffements de plusieurs degrés à la fin du siècle, entre 50 et 75% de la population pourrait être exposée presque tous les jours de l'année à ces conditions potentiellement mortelles. Et justement, à propos de chaleur, le collectif international Fridays for Future, autour de Greta Thunberg, a lancé, voilà 4 ans, une campagne à travers le monde via des manifestations hebdomadaires pour nous alerter sur les dangers de nos modes de vie dans les sociétés de consommation à l'heure où notre maison brûle, pour paraphraser Jacques Chirac. Voyez ce clip de sensibilisation. I've got to stay at the office till about 6:30 tonight. No, they'll swim for us. Lunch is there. Love you. Bye, sweetheart. Have a good day. Et voilà l'illustration de l'insouciance. On va avoir l'occasion de continuer à en parler dans la deuxième partie du Monde dans tous ses états. C'est juste après un bulletin d'information sur France 24. Restez avec nous. France Info et France 24 présentent Suite du Monde dans tous ses états. Comment vit-on à l'heure du dérèglement climatique? On continue d'en parler avec vous, Françoise Vimeux, climatologue à l'Institut de recherche pour le développement. Mais d'abord, Nénéyem, après ce qu'on vient de voir, on n'est pas totalement démunis contre la dégradation du climat. Le GIEC a indiqué, c'était début avril, la marche à suivre pour contenir le réchauffement. Pour le GIEC, les prochaines années sont décisives, mais ce n'est pas impossible, comme le démontre le ralentissement de la croissance des émissions de carbone, passé de 2,3% à 1,3% par an. 18 pays ont réussi à réduire leurs émissions de gaz
à effet de serre. 56 pays couvrant plus de la moitié des émissions globales ont mis en place de nouvelles lois, de nouvelles réglementations en faveur du climat. Mais le chemin reste long. Les 10% les plus riches contribuent de près de 40% de l'empreinte carbone des ménages, alors que la moitié de la population contribue à hauteur de 10%. 18 pays, Françoise Vimeux, ont réussi à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre ces 10 dernières années. C'est donc que c'est possible? Oui, c'est possible. Et puis le GIEC, en fait, a mis sur la table des feuilles de route qui donnent des solutions de comment diminuer les émissions de gaz à effet de serre dans les différents secteurs, donc l'énergie, l'industrie, le bâtiment, le transport, l'agriculture, les villes, les systèmes alimentaires. Le GIEC aussi préconise de réduire notre demande. Alors on parle assez souvent de sobriété, c'est un mot qui des fois est mal compris par nos politiques. La sobriété, c'est vivre dignement avec ce qui est nécessaire et sans le surplus. Il y a certainement l'idée d'anti-gaspi dans la sobriété. Et puis il y a aussi le fait, et le GIEC le rappelle, que aujourd'hui les flux financiers sont là, ils sont utilisés pour l'exploitation des ressources pétrolières, mais on pourrait les réorienter vers les programmes, par exemple, d'efficacité énergétique. Réduire ces émissions, ça ne se fera pas sans douleur. Il a fallu les confinements dus au Covid pour réduire sensiblement nos émissions, les voir du moins enfin diminuer. C'est l'équivalent d'un Covid chaque année qu'il nous faudrait pour respecter l'accord de Paris, comme le dit Jean-Marc Jancovici. Alors la quantification est bonne, puisqu'il faut diminuer nos émissions de 43% d'ici 2030 pour atteindre la neutralité carbone aux alentours de 2050. En revanche, l'image n'est pas forcément la meilleure. Parce qu'il y a tout de suite l'idée de contrainte, alors qu'en fait, le GIEC rappelle bien que la préoccupation majeure est de faire une transition qui est juste socialement et qu'il faut aussi penser à l'équité entre les pays. Pourquoi ? Parce que tous les pays n'ont pas les mêmes émissions, ils n'ont pas la même responsabilité historique dans le cumul des gaz à effet de serre dans notre atmosphère, et puis ils n'ont pas tous la même capacité à agir, une capacité financière, une capacité humaine, même technique. En tout cas, la transition indolore, ça n'existe pas. Alors oui et non, parce que la punition que j'entends souvent, la punition écologique, c'est certainement celle des catastrophes climatiques. Et il va y avoir des changements comportementaux, mais aussi des changements structurels. Par exemple, nous donner des alternatives à des transports décarbonés, faire en sorte que les véhicules électriques soient peut-être moins énergivores et avec plus de kilomètres potentiellement possibles à réaliser, qu'on puisse avoir accès peut-être davantage à des pompes à chaleur plutôt qu'un chauffage au gaz. On parle souvent de gaz naturel. Je rappelle que le gaz est fossile, c'est pas une énergie naturelle. Et donc, non, je crois que l'image de douleur n'est pas la bonne. Sinon, on ne fait rien. Le scénario noir, c'est bien celui d'un réchauffement de près de 4 degrés en moyenne ici en France d'ici la fin du siècle. Voilà à quoi pourrait ressembler la météo en 2100. Nous sommes en 2100 et ce matin encore, les prévisions sont caniculaires pour un mois de mai, jusqu'à 38 degrés en moyenne à Bordeaux. Voilà à quoi pourrait ressembler la météo dans 80 ans, des vagues de chaleur plus fréquentes et plus longues. Des orages, souvent violents, et qui provoquent des inondations. Dans son scénario le plus pessimiste, Météo France imagine des températures moyennes en 2100, 3,9 degrés plus chaudes qu'aujourd'hui, avec des variations importantes selon les saisons et les régions. Lorsqu'on dit 4 ou 5 degrés de plus en moyenne, ça signifie qu'au niveau des extrêmes, pendant les canicules, les pics vont augmenter de plus encore que ces 4 ou 5 degrés. Donc on peut imaginer des vagues de chaleur avec des pics en maximale à 45 degrés, voire plus. Dans le nord de la France, les nuits tropicales où il fait plus de 20 degrés deviendront régulières, alors qu'elles sont très rares aujourd'hui. Le réchauffement climatique aura des conséquences aussi sur les massifs montagneux. 10 jours d'enneigement par an dans les Pyrénées en 2100, c'est 4 à 5 fois moins qu'aujourd'hui. Dans les Alpes, 5 à 40 jours par an, selon la latitude. À l'orée du 22e siècle, le monde entier subira le réchauffement. En Arctique, il fera 11,4 degrés de plus qu'aujourd'hui. Dans le nord-est du continent américain, il faudra compter plus 8 degrés. Des bouleversements dramatiques dont l'ampleur peut toutefois être limitée si nous réduisons drastiquement nos émissions de gaz à effet de serre.
11 degrés de plus en Arctique, on l'a entendu, ça veut dire que la calotte glaciaire va fondre encore plus vite et qu'en libérant du CO2, on sera face à des effets qu'on ne maîtrisera plus. Alors la calotte glaciaire, elle a déjà commencé à fondre. Le scénario dont il est question ici, c'est un scénario très pessimiste, où on atteindrait 4 degrés de réchauffement au niveau global. C'est vraiment des impacts très importants avec la fonte des calottes glaciaires et des glaciers de montagne. C'est le niveau des mers qui atteint presque 1 mètre. Donc 1 mètre en plus de niveau des mers. Ce que nous dit le volet 2 du rapport du GIEC, c'est que l'adaptation est quasiment plus possible. Pour les petites îles, on comprend bien que lorsque votre île est complètement submergée par la mer, vous ne pouvez plus l'habiter. C'est aussi pour nous des côtes, un trait de côte qui change considérablement. C'est des submersions marines beaucoup plus importantes pendant les tempêtes. Et effectivement, si on atteint 11 degrés, eh bien, la calotte continue à fondre. Et on sait que le niveau des mers est un des éléments irréversibles sur l'échelle de plusieurs siècles, plusieurs millénaires dans le système climatique. Le CO2 dans l'atmosphère, l'idée qu'on aurait un effet d'emballement, ça vous n'y croyez pas? L'augmentation du CO2 libéré par la calotte glaciaire qui fond? Alors la calotte glaciaire ne libère pas de dioxyde de carbone. En fait, la question, elle est sur les gaz à effet de serre qui sont dans les sols gelés, donc sous la glace en quelque sorte. Donc oui, il peut y avoir cet effet en fait où on vient dégeler des sols et le dioxyde de carbone et le méthane surtout qui sont dans ces sols peuvent se libérer et on peut avoir une accélération. On le voit même en France, les conditions de vie deviendront extrêmement difficiles. On y est préparé? Alors, oui, les conditions de vie deviennent difficiles. Je peux vous donner un exemple. Entre un monde à 2 degrés et un monde à 1,5 degré, c'est des conséquences très différentes. C'est 10 cm, par exemple, d'élévation du niveau des mers de différence. On imagine un monde à 4 degrés, ça devient vraiment très difficile. Est-ce qu'on y est préparé? Non. Et c'est pour ça que l'adaptation est absolument nécessaire, en espérant qu'on n'atteigne pas ces degrés de réchauffement. C'est justement tout ce débat autour de l'adaptation. Pour l'instant, pour l'heure, on entend beaucoup parler d'atténuation. Comment éviter ces effets? Est-ce que vous avez le sentiment qu'on prend suffisamment en compte la nécessité de s'adapter? Alors, c'est le grand public en a conscience. Alors, c'est ce que dit le rapport du GIEC. Il faut mener en parallèle à la fois l'adaptation, qui est absolument nécessaire, mais qui a ses limites et qui devient presque impossible pour des degrés de réchauffement au-delà de 2 degrés. C'est pour ça que, de l'autre côté, il faut mener des politiques d'atténuation et de diminution de nos émissions. Et l'on conclut, comme chaque émission, par un bref retour par le passé. Pas besoin d'aller très loin cette fois-ci. En 2019, il y a 3 ans à peine, déjà la température avoisinait 50 degrés en Inde, 40% du pays menacé par la sécheresse. Et ces scènes d'habitants allant puiser l'eau dans les puits, parfois au péril de leur vie, ont pensé alors cette situation exceptionnelle. Elles tiennent leurs enfants par la main ou dans les bras. Et sur la tête, elles portent des jarres, des casseroles, tout ce qui peut contenir de l'eau. Pourtant, arrivé au puits, il est complètement à sec. Il y a juste une petite flaque, 18 mètres plus bas, dont elles tentent d'extraire quelques litres. Ici, l'eau a toujours été un problème, mais cet été, la sécheresse est catastrophique. Il faut alors braver tous les dangers. La seule solution, c'est de descendre tout au fond. Aujourd'hui, c'est le tour de Sita. Sans protection, avec une simple corde. Elle est suivie par Pooja, à peine 13 ans. Ensemble, elles vont racler les dernières gouttes. Je ne suis pas capable d'en remplir plus que ça. Pour remonter, tout se fait à la force des bras. Les parois sont lisses et glissantes. Pooja doit vaincre sa peur pour un peu d'eau. Que s'est-il passé? Je me suis fait mal aux mains. La corde me brûle toujours la peau. Les campagnes sont les plus affectées par cette sécheresse. Déjà en temps normal, les femmes indiennes doivent marcher 5 à 20 km en moyenne chaque jour pour aller chercher de l'eau. Mais aujourd'hui, il n'y en a presque plus. Sita ramène 10 litres seulement pour une famille de 5. Le manque d'eau est bien sûr aggravé par ces conditions météo extrêmes, mais aussi par l'exode rural. Même ici, à New Delhi, dans certains quartiers, il n'y a plus une goutte d'eau.
Cela fait 3-4 mois que mon robinet est à sec. Je ne peux plus aller à l'école car je dois chercher de l'eau toute la journée. La raison ici, c'est la surpopulation et le manque d'infrastructures. La seule réponse des pouvoirs publics, impuissants, c'est d'organiser des distributions d'eau comme celle-ci, un jour sur 2 au mieux. Et voilà, 3 ans plus tard, ces scènes se répètent en Inde et au Pakistan. Elles sont en train de devenir la norme, Françoise Vimeux. Oui, malheureusement, ces événements qui nous paraissaient exceptionnels il y a 10 ans, 20 ans, deviennent la norme. On prend souvent l'exemple en France de l'été 2003, la canicule de 2003, qui pour certaines projections climatiques vont devenir la norme. Un été 2003, ce sera un été normal, voire frais, à l'horizon 2050. Et pour autant, ces événements n'en sont pas moins dangereux en termes d'impact sur la santé, sur notre bien-être. Et donc, même si ce qui était exceptionnel devient la norme, il est absolument nécessaire de s'y adapter et voire de faire en sorte que ça n'évolue pas de manière catastrophique. L'histoire s'accélère plus vite encore qu'on ne le craignait. Alors non. On a beaucoup dit, lorsque le premier volet du rapport du GIEC est sorti à l'été dernier, que le changement climatique s'accélérait par rapport à ce qu'on avait prévu. Et en fait, non. Même le premier rapport qui est sorti en 1990 avait des projections qui étaient très justes sur l'évolution de la température relativement à nos émissions de gaz à effet de serre. Il n'y a pas d'accélération. Ça correspond en fait à ce que les climatologues avaient prévu. Et en fait, là, on le vit quasiment année après année. Et donc, on a cette impression d'accélération, mais non. Très rapidement, il y a un mot qui est évoqué dans ce reportage et qui est un peu tabou. Surpopulation, sommes-nous trop nombreux au final? Alors, les rapports du GIEC, les études montrent vraiment que la démographie, bien sûr, fait partie du problème, mais quand on en tient compte, il y a des solutions, il y a des adaptations et il y a des possibilités d'atténuation des émissions de gaz à effet de serre. Merci Françoise Vimeux, climatologue à l'Institut de recherche pour le développement, d'avoir été avec nous. Nous arrivons au terme de cette émission. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve la semaine prochaine et d'ici là sur nos sites internet franceinfo.fr, france24.com. Très bonne semaine à vous.